milliards de dollars en 1960, ils sont à 1600 milliards. Ils ont multiplié plus de 400, 500 fois leur PIB en 1960. Le Sénégal, on était à 1 milliard. Si on est à 20, 30, 40 milliards, on n'a pas multiplié comme la Corée du Sud notre PIB. Et le Nigeria, à 300 et quelques milliards. La Corée du Sud pèse 25 pays d'Afrique. Comme on dit en Wolof, lan lañ ñu gën, lan lañ ñu ëppale. Un pays dont 70% du territoire n'est pas utilisable. Ils sont aujourd'hui le premier chantier naval du monde. Ils ont Samsung qui concurrence les Américains. Moi, j'ai vu les Coréens, ils sont sympathiques, ils sont bien, ils ne sont pas plus intelligents que les Sénégalais. Tout ce qu'ils ont, c'est des leaders. Des leaders qui ont voulu régler la question de l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation et la compétition pour les nouvelles technologies. Et ils ont réussi la Corée du Sud. Qu'on ne nous dise pas que c'est les Américains qui les ont développés, c'est faux. Les Japonais n'ont pas été développés par les Américains. Cheikh Anta disait qu'il ne connaît pas un peuple qui a été développé par un autre peuple. Il n'y a aucun pays qui s'est développé parce qu'il a été développé par un autre pays. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que les pays se développent eux-mêmes, les peuples se développent eux-mêmes. Si nos dirigeants avaient le sens de l'histoire, le sens de la mission, s'ils savaient pourquoi ils sont assis sur leur fauteuil, s'ils diminuaient la politique politicienne, s'ils s'occupaient de nos populations, le Sénégal, Tambacounda, la région naturelle, plus de 60% du territoire sénégalais, la région la plus pauvre du Sénégal. Et pourtant, l'or, le fer, le marbre, tout est à Tambacounda. C'est un déséquilibre. Dakar, 0,3% du territoire national, 85% des richesses du Sénégal. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est le déséquilibre. C'est des politiques de développement totalement incohérentes. Et c'est des petits pays qui font ce que j'appelle des chevauchées solitaires. Et ces chevauchées solitaires ont échoué partout. La balkanisation de l'Afrique ne marchera pas. Il faut qu'on retourne à l'unité. Afrique de l'Ouest, si on ne peut pas faire les États-Unis d'Afrique avec 54 États, faisons au moins les États-Unis d'Afrique par communauté régionale. Les pays de la SADC peuvent s'unir. Les pays de l'Afrique de l'Est peuvent s'unir. Afrique centrale. Bill Clinton disait que l'Afrique centrale, la RDC, le Congo, Brazzaville et le Gabon pèsent 33 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Plus que le budget des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, du Japon combinés. Quel est notre problème, nous, Africains? Pourquoi on ne comprend pas ce que Dieu nous a donné? Pourquoi on n'a pas confiance en nous? Pourquoi on veut être complexé, courir derrière les autres, demander l'aide au développement et accepter que nous sommes pauvres? C'est faux. Nous ne sommes pas pauvres. Comme je l'ai dit, nous sommes les riches les plus pauvres du monde et les pauvres les plus riches du monde. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut parler à nos dirigeants. Et c'est la jeunesse africaine qui est la première ressource du continent. Avant l'or, avant le diamant, avant le pétrole, avant le gaz, c'est la jeunesse africaine qui est la première ressource du continent. Et cette jeunesse-là, elle pose un défi aux dirigeants africains. Occupez-vous de nos problèmes ou on s'occupera de vous. Et on arrivera à une situation où il y aura une déferlante de la jeunesse africaine que personne ne pourra retenir. Aucune puissance au monde ne pourra les retenir. Aucun État africain ne pourra les retenir. Maintenant, le phénomène djihadiste, les extrémistes sont chez nous. Eux aussi, ils ont leur plan émergent. Eux aussi veulent bâtir leur califat islamique. Il paraît qu'il y a des brigades de petits groupes qui circulent dans nos villages, ici au Sénégal, et qui disent qu'il faut combattre les confréries. Voilà que ces gens-là, masqués, déguisés, entrent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont venus dans le pays de Cheikh Oumar Foutiyou, dans le pays de Cheikh Ahmadou Bamba,
dans le pays de Maodo Malick, dans le pays de Cheikh Ibrahima Niass et de son illustre père, Alhaji Abdoulaye Niass. Ils ne savent pas qu'ils sont venus dans le pays de Monseigneur Thiandoum, un des premiers cardinaux africains. Ils ne savent pas qu'ils sont venus dans un grand pays de religion. Ils réussiront peut-être quelque part, ils échoueront toujours au Sénégal. Nous sommes un grand pays. Nous, nous sommes dîner, qu'est-ce que nous sommes dîner. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous enseigner le Coran, l'islam, ils n'ont pas compris la force spirituelle du peuple sénégalais. Et quand on a des dirigeants aussi éminents que Cheikh Ibrahima Niass, on a de complexe avec personne. Donc, chers amis, je voudrais faire quelques recommandations. La question de l'unité africaine, quelqu'un nous demandait dans la question initiale, est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est une utopie? Pourquoi maintenant je pense qu'avant, c'était une question de choix. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de choix. C'est une question de survie. Survie de l'Afrique. Les djihadistes dont on parle, les extrémistes, les terroristes, ils ont pris une bonne partie du Mali. Il y a 5-6 ans, ils avaient 0% du territoire burkinabé. Aujourd'hui, ils ont 40% du territoire burkinabé. 40%. Au Nigeria, on nous dit que de 2009 à 2022, les extrémistes ont fait 40 000 morts. 40 000 morts au Nigeria. Au Burkina, ils se réveillent, ils attaquent un village. Ils tuent, ils égorgent, ils tuent 50 personnes. On nous le dit, nous tous, on prend acte, on prend notre petit déjeuner, on va au travail et on oublie. Il faut que les Africains rompent avec l'indifférence. Quand on tue un Africain, comme disait l'islam, quand on tue un être humain, c'est toute l'islam, toute l'humanité qu'on assassine. Quand on tue un Africain, c'est tous les Africains qu'on assassine. Pourquoi on ne se lève pas? Pourquoi on ne soutient pas le Burkina? Pourquoi on ne soutient pas le Mali? Pourquoi on ne soutient pas le Nigeria? Boko Haram et l'État islamique ont fait des ravages. 40 000 morts dans un pays tués par des extrémistes et ça semble émouvoir personne. La vie des Africains est importante, comme disait l'autre. Black Lives Matter. Black African Lives Matter too. C'est important de comprendre que nous sommes des êtres humains. Nos vies sont importantes. Mais nous semblons nous-mêmes ne pas le comprendre. Alors nous, la proposition que nous faisons, c'est que la CEDEAO a atteint ses limites historiques. La CEDEAO est aujourd'hui devant 5 coups d'État en 2 ans. 2 au Mali, 2 au Burkina et 1 coup d'État en Guinée. La CEDEAO, comme disait Cheikh Anta Diop, en 1975, va tôt ou tard atteindre ses limites et atteindre son niveau d'incompétence, c'est-à-dire incapable d'aller plus loin. Vous avez vu nos dirigeants africains supplier les militaires putschistes d'accepter des plans de transition de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. C'est inacceptable ce qui se passe. Thomas Sankara disait aux militaires africains, quand les civils prennent des armes et se promènent dans la rue, on les arrête. Vous, on vous autorise à circuler librement avec vos armes. Pourquoi? Parce que ces armes, c'est pour nous protéger. C'est pour protéger les populations. Et vous retournez ces armes contre votre gouvernement, vous prenez le pouvoir. Le destin d'un grand soldat, d'un grand militaire, le destin d'un grand militaire, c'est de défendre son territoire, c'est de défendre l'Afrique. Ce n'est pas d'être dans des palais, dans des ministères, en train d'administrer des choses qu'ils n'ont pas apprises, qu'ils ne connaissent pas. Et forcément, la gouvernance militaire pose problème. Alors que les militaires, on les attend comme des héros pour défendre nos pays, défendre nos territoires. Alors quand nos militaires sont dans les palais et dans les ministères, c'est normal que ceux qui nous attaquent, les extrémistes, n'aient pas d'adversaires. Il faut que nous-mêmes, civils maintenant, qu'on aille apprendre le maniement des armes pour aller nous défendre. Parce que les militaires qui devaient nous défendre font autre chose. Donc l'Afrique, la CEDEAO, il est temps de prendre notre responsabilité. Cuba a 12 millions d'habitants. Ils ont 2 millions de soldats, dont 1 million de réservistes. 2 millions sur 12 millions. Nous avons 400 millions de membres de population dans la CEDEAO. 400 millions. 1%, ça fait 4 millions de soldats. Imaginez 4 millions de soldats, dont 1 million de soldats d'élite, de troupes d'élite formées avec satellites, avec drones, avec système d'intelligence et de renseignement.
Ils entrent au Mali, on règle le problème. Ils entrent au Burkina, on règle le problème. On protège tous nos États et on est prêt à se défendre contre n'importe qui. Mais nous ne le faisons pas. Le Mali est défendu par 30 000 soldats sur 1 240 000 km². 30 000 soldats. Comment ils peuvent défendre 1 240 000 km²? Ce n'est pas possible. Il nous faut une armée africaine. Il nous faut une armée africaine. Nkrumah le disait en 1963. Une armée africaine. Nous sommes trop riches pour ne pas être défendus par une armée africaine. Il disait que nous devons avoir une diplomatie commune. L'Afrique, quand vous les voyez aux Nations Unies, mais ça fait pitié. 54 ministres des Affaires étrangères assis, 54 chefs d'État en train de prendre la parole pour dire exactement la même chose parce qu'ils parlent du même continent. Il faut arrêter ça. Un seul chef d'État peut aller aux Nations Unies parler pour toute l'Afrique. Et il aura le poids de 1,4 milliard d'habitants derrière lui. Et si on avait une diplomatie commune, les Nations Unies n'auront aucun choix. On leur donnera 3 mois pour mettre de l'ordre dans leurs affaires et nous donner un siège de membre permanent avec droit de veto. Si on avait ce siège, Kadhafi ne serait pas assassiné. Parce qu'ils ne pourront pas avoir une résolution pour leur permettre, comme l'a fait Sarkozy et l'OTAN, venir détruire un pays africain comme la Libye et nous créer le problème du Sahel qu'ils nous ont créé aujourd'hui. Mais on les a laissés faire parce qu'on est faible au Conseil de sécurité. On n'a que des membres non permanents. Pourquoi l'Afrique ne veut pas avoir un membre permanent en s'unissant? Pourquoi? Quel est le problème des Africains? Ils disent oui, mais qui va nous représenter? Le Nigeria est la première économie du continent. Le Nigeria est la première puissance démographique du continent. Le Nigeria est un pays riche. Si le Nigeria accepte non pas de représenter le Nigeria, mais de représenter l'Afrique, nous pouvons lui donner le mandat d'aller siéger comme membre permanent avec le drapeau de l'Union africaine derrière lui et non pas le drapeau du Nigeria. C'est des questions techniques qu'on peut régler assez facilement. Donc nous avons besoin d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Nkrumah dit monnaie commune africaine, Banque centrale africaine. Kadhafi l'a dit, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Nkrumah l'a dit, vous avez vu le coup d'État. La CEDEAO dit monnaie commune, l'éco, 2020. Et quelqu'un vient de l'extérieur et dit à la CEDEAO, c'est OK, vous pouvez faire l'éco, mais nous allons vous garantir votre monnaie, nous allons vous donner une équivalence, etc. C'est incroyable ce qui se passe. Ces pays extérieurs-là ne font pas partie ni de l'Afrique ni de la CEDEAO. Et que font nos dirigeants? Ils renvoient le débat à 2027. Qui leur dit nous voulons une monnaie africaine commune demain matin? Nous ne voulons pas attendre 2027. Parce que regardez la crise aujourd'hui monétaire. Le dollar plonge, le dollar monte, l'euro plonge et nous on paye en euros. Donc aujourd'hui le dollar coûte plus cher à cause de notre franc CFA. Nous ne pouvons rien faire, tous les prix augmentent, nous sommes dans des difficultés. Pourquoi on ne peut pas avoir une monnaie commune africaine? Au moins une monnaie commune de la CEDEAO, en attendant d'avoir une monnaie commune continentale. Nkrumah avait raison, Cheikh Anta Diop avait raison, Cheikh Ibrahima Niass avait raison. Citoyenneté commune africaine, diplomatie commune africaine, armée commune africaine, commerce extérieur commun africain. Au lieu que le Sénégal vende son pétrole à 100 francs et un concurrent africain vend son pétrole à 50 francs pour concurrencer le Sénégal, on arrête ça. On a le même prix dans tous les pays d'Afrique et on défend notre économie ensemble. Chers amis, Louis Jotna, il est temps que les Africains arrêtent d'accepter tout ce qu'on leur fait. Il est temps qu'on comprenne que Dieu a fait de nous une puissance mondiale, c'est nous qui le refusons. Béchir Ben Yahmed de Jeune Afrique, il dit, on proclame les États-Unis d'Afrique lundi, mardi l'Afrique est le 4e pays du monde. 4e pays du monde. Avec le plus de richesses naturelles au monde. Avec une jeunesse qui est la première ressource du monde. Pourquoi nos dirigeants ne veulent pas être le 4e pays du monde? Pourquoi ils sont heureux d'être 100e, 150e, 137e? Pourquoi? Quelle est cette malédiction qui est dans le leadership africain pour faire qu'ils voient l'Afrique très petitement, alors que l'Afrique est grande? L'Afrique est un don de Dieu. Dieu aime l'Afrique. Est-ce que les Africains aiment l'Afrique? C'est ça la question. Merci. Merci. Thank you, Honorable
If you want to summarize it in English in 5 minutes, yes, I can do it. 5 minutes more. 5 minutes. Okay, thanks a lot. Okay. Give me the mic. All right. To my brothers who don't speak French or Wolof, I would like to greet you first. We are meeting here in a great occasion, celebrating the great thoughts of Maulana Sheikh Ibrahim Niass, who is a great African leader, not only religious leader, but a Pan-Africanist leader. I'm so proud every time I fly somewhere and travel Africa to meet brothers from Nigeria, brothers and sisters from Nigeria, from Ghana, from Central African Republic, from Chad, from Cameroon, from Sudan, telling me, you know what, my ultimate religious reference is Sheikh Ibrahim Niass. I'm proud to hear that. And then I was saying that usually when we talk about Pan-Africanism, we think of Kwame Nkrumah, we think of Cheikh Anta Diop, we think of Marcus Garvey. It is high time for us to add Sheikh Ibrahim Niass because of what he did for Africa. He was one of the best friends of Kwame Nkrumah, one of the best friends of Gamal Abdel Nasser. He was a friend of Mohammed V, who called the Casablanca group in 1961. So what I'm trying to say is, it is high time for us to realize that we are 1.4 billion human beings. It's a blessing from God. It is high time for Africa to have a permanent seat at the United Nations with a veto right. Why aren't we having that veto right? Because it's like jealousy between African countries. They're saying, who is going to lead Africa? Who is going to sit there for Africa? My suggestion is that for Nigeria, Nigeria is like the #1 demographic power of the continent, the #1 economic power of the continent. Why can't we trust Nigeria to represent Africa at the United Nations with a permanent seat and a veto right? I believe also that terrorism has killed 40,000 Nigerian citizens, 40,000 from 2009 to 2022. What is our problem? Why aren't we building an African army, a regional African army to go fight Boko Haram, to go fight the Islamic State, to go fight Al-Qaeda, to go fight those people? Those people have their own plan. They came to take their share of Africa, like Europeans, Americans, Chinese, Indians. They came to take their share. Africa is not for sale. Africa is not for sale. Africa belongs to Africans. So I was saying that we need a United States of Africa. At the continental level, according to Nkrumah's vision, if we cannot have it, at least let's have ECOWAS become a United States of West African countries. And it is absolutely doable because ECOWAS has failed the African people. ECOWAS can no longer move in the right direction. ECOWAS cannot take care of military coups in our region. And the jihadists, the so-called jihadists, actually the terrorist, extremist, violent organizations are destroying our countries, destroying our society. So brothers and sisters from Nigeria, from Ghana, from Sierra Leone, from Liberia, from the Gambia, why can't we unite? Why can't we be the United States of West Africa and invite the rest of the continent to also build like regional unity organizations? It is high time we can do it. God loves Africa. The issue is to know if Africans love Africa too. Thank you.